Bonjour à tous et bienvenue à ces webinaires d'information sur le Critical Raw Materials Act européen qui est rentré en vigueur il y a quelques semaines et un sujet en particulier, c'est le système de classification des ressources UNFC qu'on va vous expliquer, et aussi la notion des projets stratégiques. Parce que cette notion des projets stratégiques, on va y revenir, fait appel à ce système de classification. Moi, je suis Daniel Montfort, je suis ingénieur géologue et chef de projet au VRGM à la direction à l'unité déchets et matières premières, ici au VRGM. Et je participe depuis déjà quelques années à des discussions entre partenaires européens, aussi entre services géologiques européens, sur la mise en place de ces systèmes de classification des ressources UNFC. Donc, il faut dire que, par exemple, c'est un sujet dans lequel on discute entre services géologiques, on échange des bonnes pratiques, on va dire. On échange aussi également avec les collègues à Genève, des Nations Unies, de l'UNEC, et aussi dans le cadre de plusieurs projets, à la fois européens et aussi avec nos collègues de la DGALN, donc le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, donc c'est un webinaire qu'on organise ensemble avec eux parce que mon collègue Antoine du ministère va vous présenter aussi la notion des projets stratégiques. Euh, donc, hop, donc, le programme du webinaire, on a prévu 1h30. Donc, on va commencer. Peut-être Antoine introduire aussi les pourquoi de ces webinaires. Après, on va vous rappeler qu'il y a des séances d'entraînement qui sont organisées par les Nations Unies et par GADI, qui est entre les Nations Unies et l'Université de Turin, parce qu'il est en thèse à l'Université de Turin, mais il est aux manettes de ces séances de formation. Il a déjà eu lieu la semaine dernière. Et il y a une prochaine qui arrive début juillet. Après, on va vous présenter qu'est-ce que sont les projets stratégiques et qu'est-ce qui est attendu des projets stratégiques. Et après, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, si vous voulez, le système de classification UNFC, généralité et l'application aux ressources primaires et aux ressources secondaires de recyclage. Et puis, on espère avoir du temps pour vos questions à la fin. Donc, Antoine, juste, après, je sais que tu as préparé des slides, donc peut-être juste en tour de table de qui intervient aujourd'hui, et après, on attaque la suite. Oui, juste te présenter un peu. Ah oui, du coup, Antoine Babonneau, chargé de mission ressources minérales Europe et internationale à la DGALN, au sein du bureau de la politique des ressources minérales non énergétiques, et du coup, j'ai travaillé aux négociations sur le CRM Act l'année dernière. Merci Antoine. Et donc, en préambule, je pense que c'est important à retenir. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire d'information et de sensibilisation à ces sujets qui peut être un sujet peut-être très nouveau pour vous, euh, surtout peut-être encore davantage nouveau si vous venez plutôt du monde du recyclage. Par contre, c'est pas un training, c'est pas une séance d'entraînement, c'est juste la vulgarisation de l'information et la sensibilisation. L'intérêt de ces webinaires, c'est aussi de vous donner accès et connaissance des documents clés, des guides, etc., qui vous permettront d'aller plus loin. Et donc, pour plus d'informations, ça c'est quelque chose qu'on a mis un peu tout le long de la présentation, et les links sont à la fin aussi. Il y a un site dédié à la Commission européenne, il y a des sites web des Nations Unies, de l'UNEC, et il y a des sessions d'information organisées justement par l'UNEC. Et donc, à ces titres-là, j'invite Gadi Sabra, excuse-moi, j'écris avec une mauvaise orthographe ton nom de famille, Gadi. Gadi, Daniel. de nous présenter voilà, ces séances de formation. Merci, bonjour à tous et merci de m'avoir invité, Daniel. Juste quelques mots de ma part, brièvement. Alors, nous avons organisé des sessions de formation sur l'UNFC avec le support de DigiGrow, la Commission européenne. Vous savez déjà que le Critical Raw Materials Act est devenu officiel le 23 mai. Et dans le cadre de l'application pour les projets stratégiques, UNFC est obligatoire.
Alors, nous avons organisé ces sessions. Le premier était le 6 juin et le prochain sera le 2 juillet. C'est important de mentionner que l'application de UNFC est obligatoire pour les porteurs de projets, mais la classe donnée ou la classification n'est pas un facteur déterminant, puisque le processus d'évaluation comprend un examen de cette classification par la commission et des experts de UNFC qui sera communiqué au projet après. Alors, la classification est plus utile pour des raisons de surveillance, bien sûr. Un peu sur ces sessions, donc ils sont organisés pour donner aux porteurs de projets la connaissance et la compétence nécessaires pour appliquer UNFC. Alors, ils couvrent l'application dans divers projets, extraction, projets de raffinage, de recyclage, etc. Ces sessions sont prévues pour 2 heures et demie. Elles sont hyper interactives. La première partie examine les principes fondamentaux de UNFC. Alors, les principes, les définitions et les spécifications pour les matières premières, primaires et secondaires. Des cas d'utilisation pratiques sont également présentés pour illustrer l'application, bien sûr. La deuxième partie se concentre sur l'intégration de UNFC dans le formulaire de projet stratégique, alors le Strategic Project Application Form, et comment il connecte avec les axes de UNFC, suivi d'exercices sur l'application de UNFC au projet stratégique. Et bien sûr, on a prévu des sessions de Q&A, alors questions-réponses, avec nos participants. Je vois que le lien est déjà sur les slides, mais je poserai le lien dans le chat au cas où vous souhaiterez en savoir plus. C'est tout, Daniel. Merci. Non, mais merci déjà de ta présence. Je savais que tu étais francophone, donc on pouvait compter sur toi. Et merci. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai participé un tout petit peu à la préparation du support et j'espère être là les 2 juillet à la séance. Je ne pouvais pas la semaine dernière, mais j'espère assister à la prochaine. Voilà. On trouvait que c'est important de rappeler aussi que ça existe, que des côtés de vous, des Nations Unies, vous mettez aussi en place ces séances d'entraînement, qui est un peu la suite d'aujourd'hui. Le but d'aujourd'hui, c'est grosso modo, c'est vous donner l'envie d'assister à ces séances d'entraînement, la prochaine qui aura lieu le 2 juillet. Donc, je passe à la suite. Et donc je donne la parole à Antoine du ministère de la DGLN sur la création du statut de projet stratégique par le Critical Raw Material Act. J'ai le contrôle des slides, donc tu me dis quand oui, je te dirais, tu peux passer à la suivante. Là, c'est juste l'introduction. Donc, le Critical Raw Materials Act a créé un nouveau statut qui est le statut de projet stratégique. Et pour faire cette demande, c'est au porteur de projet d'initier cette demande auprès de la Commission. Et ce projet doit porter sur l'extraction, la transformation ou le recyclage de matières premières critiques. Donc l'extraction et le recyclage, on comprend tous. La transformation, il y a la définition dans le CRMA qui constitue en fait un peu la première étape de transformation, mais pas la transformation en produit fini ou en produit intermédiaire. Donc pour être reconnu comme stratégique, un projet doit remplir 4 conditions. Donc contribuer à la sécurité des approvisionnements de l'Union européenne en matières premières stratégiques. Donc on verra la slide d'après quelles sont les matières premières stratégiques. Il faut que ce soit mis en route dans un délai raisonnable avec une estimation du volume de production. Ça doit respecter des conditions de ESG environnementales pour que ce soit exploité de manière durable. Et pour les projets qui sont dans l'UE, ça doit avoir des effets bénéfiques transfrontières. Donc ça veut dire que ça doit bénéficier à plusieurs États membres et pas à un seul. Et quand c'est dans un pays tiers, puisque les projets dans les pays tiers en dehors de l'UE peuvent être reconnus comme stratégiques, ça doit contribuer au développement du pays tiers et ça doit être au bénéfice aussi de l'Union européenne. Donc le principal bénéfice d'être reconnu comme projet stratégique, c'est quand même des délais raccourcis, puisqu'on va être sur 27 mois en cas de projet d'extraction et de 15 mois pour les projets de transformation et de recyclage. Prochaine slide, Daniel.
Donc, sont éligibles seulement au statut de projet stratégique les matières premières qui sont définies comme stratégiques. Donc, c'est celles que vous voyez en rouge sur votre écran. Et donc, cette liste, elle est actualisée tous les 3 ans normalement par la commission. Et pour être reconnu comme stratégique, ça peut être le produit ou le coproduit de votre projet. Il y a pas, si c'est pas le produit majeur, mais que c'est un coproduit, ça peut être reconnu comme stratégique, votre projet. Prochaine slide. Donc le CRM Act est rentré en vigueur le 23 mai dernier. À cette occasion, il y a eu la première réunion du Comité européen sur les matières premières critiques. Et lors de cette réunion a été lancé le premier appel pour être reconnu comme projet stratégique. Donc, pour vous faire un petit détail du calendrier, donc les demandes, enfin la possibilité, le portail est ouvert du 24 mai au 22 août 2024, avec une première vérification jusqu'en septembre 2024 par la commission pour voir si le dossier est complet. Ensuite, en septembre-octobre, là, la commission va évaluer la technicité du projet, si c'est réalisable ou pas. Et en novembre 2024, c'est le comité des matières premières critiques qui devra se réunir à nouveau pour évaluer les projets qui lui seront présentés par la commission. Et enfin, on devrait avoir les premières reconnaissances en décembre de cette année. Prochaine slide. Donc là, c'est un petit peu la liste à l'après-vert de tous les documents qui sont nécessaires pour être reconnus comme projet stratégique. Donc il y en a beaucoup. Il faut démontrer que le projet a rempli les conditions que je vous ai présentées avant. Il faut présenter un calendrier de mise en œuvre du projet, les mesures qui vont être prises pour faciliter l'acceptation du public, un plan d'affaires sur la viabilité économique, sur la création d'emplois, sur l'amélioration environnementale, puisqu'il faut présenter un plan de fermeture pour les projets d'extraction. Et il faut notamment, et c'est le sujet de notre réunion, établir une classification UNFC étayée par des justificatifs appropriés. Donc, petite transition pour la suite de ce webinaire. Merci Antoine. Juste en complément, la commission a mis en place un site web où il y a beaucoup d'informations. Vous aurez le link vers ces sites web à la fin de... Oui, pardon, j'ai oublié de le mentionner, je suis passé très vite, mais je vais vous mettre le lien dans la conversation aussi si vous ne l'avez pas reçu. Ouais, de toute façon, on compte partager cette présentation, donc vous aurez le link. Okay. Mais oui, mais non, mais on peut le mettre aussi dans le chat. C'est très bien. Donc c'est le site web qui sert. Mais d'ailleurs, c'est peut-être dans le slide, un des slides, mais oui, c'est je le l'avais site mis qui dans sert un des aussi slides, mais je comptais le remettre là. Je vais le chercher. Ça sert aussi pour l'application et ce qui est intéressant, il y a une FAQ une question mise en place par la commission et aussi un guide, un document guide qui vous demande un peu tout ce qui est attendu. Et vous allez trouver aussi les templates, donc le modèle de formulaire à saisir, à remplir pour les 4 types de projets, donc des projets d'extraction, de recyclage, de raffinage et aussi des substitutions. La substitution fait aussi partie de scope. Donc une fois on a dit tout ça sur le préambule, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vraiment le système de classification des ressources de type UNFC. Et donc, je commence par des généralités, le concept et des documents clés. Et puis, après, on va faire un focus un peu ce qui est attendu ou comment ça se décline pour des projets, on va dire, primaires, extractifs, et des projets de recyclage. Ah, est-ce que vous m'entendez? J'avais l'impression d'avoir coupé le micro. Là, c'est bon. Donc, un système de classification. Et donc, si on prend l'exemple des vinyles, ici à l'image, on peut
on peut se demander de quelle manière je peux ranger, je peux classifier des vinyles qui peuvent avoir des origines très différentes. Par genre musical, par artiste, par année de publication, par maison de disques, par instrument, par langue. Donc les systèmes de classification, il y en a, on peut imaginer tous azimuts. Et peut-être c'était un peu la situation qui se passait un peu dans le monde, notamment des ressources minérales. Les premiers systèmes de classification et essayer des travaux d'harmoniser, ça date des années 70, 80. Et puis, il y a eu c'est un système qui évolue, qui ne s'arrête jamais. Et pourquoi un système et pas un autre? C'est tout simplement parce que parfois, un système peut répondre à une question donnée. En fait. Et donc, si on prend l'exemple encore une fois de la musique, si on veut avoir quelque chose qui est structuré plutôt autour du genre musical, ben, on va la mettre en place parce que ça répond plutôt à la question qu'on se pose. Mais peut-être l'ordre alphabétique du nom de l'artiste, ça peut être une autre question. Donc, ça dépend. T'as coupé ton micro, Daniel. Je sais pas pourquoi, quand je saute, enfin bref, je comprends pas, c'est pas grave. L'UNFC, c'est l'acronyme de United Nations Framework Classification for Resources. Donc, la traduction française, ça serait Classification cadre des Nations Unies pour les ressources. Et donc, c'est un système de classification des projets, des productions d'extraction des ressources primaires et secondaires. Donc là, on est dans l'axe ressources minérales, mais c'est aussi un cadre qui peut s'appliquer à d'autres types de ressources, comme par exemple la géothermie ou le gaz ou le pétrole. Mais aujourd'hui, on se focalise à matières premières. Et c'est un système de classification des projets autour de ce qu'on appelle 3 axes. Un intègre la viabilité sociale, environnementale et économique de l'extraction et du projet. Donc, c'est vrai que c'est un axe qui est un peu un mix, un hybride des 3 enjeux à la fois un peu distincts, hein, l'acceptabilité sociale ou la viabilité sociale, environnementale et économique. Après, il y a la faisabilité technique, ce qu'on appelle l'axe F. Donc, c'est un axe qui mesure la maturité technologique des études et des engagements nécessaires au projet. Et puis après, on a un niveau de confiance dans les estimations de volume et les prévisions, ce qu'on appelle l'axe G. L'axe G, dans les projets primaires, on va y revenir, c'est très dépendant de la connaissance géologique. Pour le projet de recyclage, c'est les niveaux de connaissance est lié plutôt à la composition des flux de déchets, les volumes de déchets, etc. Et pourquoi les NFC pour une classification des ressources minérales? Le but, c'est d'avoir une gestion efficace des ressources minérales, donc avoir une évaluation de l'approvisionnement présent et futur. Et donc, ça permet aussi de mener des études à l'échelle d'un projet ou à l'échelle internationale, aussi pourquoi pas se comparer. Et c'est un outil notamment des politiques publiques européennes, parce que ça permet aussi de comparer entre pays, et ça permet aussi de comparer l'état d'avancement des différents projets, où est-ce qu'on est. Et on va y revenir un peu plus tard, vous allez voir, les types de rendus graphiques de cette classification peuvent être très parlants. Même si derrière, il y a beaucoup d'informations qui se cachent, mais on peut envisager des rendus graphiques assez parlants. Et les projets doivent être décrits de façon cohérente entre les projets des pays. Hein. L'objectif de ces systèmes de classification, c'est justement d'éviter tous effets de bord à la frontière. Et donc, qu'un même projet a des pays un peu équivalents, donc par exemple de l'Union européenne, on puisse comparer vraiment à des projets très similaires. Et donc, c'est là, on intègre des informations géologiques quand c'est des projets de miniers, mais aussi des contraintes environnementales, économiques, sociales et juridiques aussi, également. Donc, comme je disais, l'UNFC se présente autour des 3 axes et il est toujours préconisé une représentation en 3 dimensions. Donc, on évolue toujours dans une notation qui va des 4 pour l'axe F et pour l'axe G et 3 niveaux pour l'axe E. 4, c'est, on va dire, le pire, enfin, là où on est le moins mature, on va dire.
Et 1, c'est quand on est au niveau optimal de viabilité ou de maturité. Et donc, quelque part, un projet doit évoluer du 4 vers les 1 dans les 3 axes. Quand les 3 axes sont ouverts, donc on est tout en haut ici du graphique, on est projet viable. On va y revenir, c'est-à-dire qu'on peut avoir des projets viables où tout est un 1, mais on peut avoir des projets viables où on peut se permettre une certaine immaturité dans l'axe G. On va vous expliquer un peu ça après. La faisabilité technique, par contre, on a besoin d'avoir le 1 pour être vraiment réalisable. On peut pas être viable si on ne maîtrise pas tout à fait la faisabilité technique d'un projet de recyclage ou d'un projet minier. Et le axe E, un peu de la même façon, on doit être obligatoirement dans le E1. E1, ça veut dire que c'est économiquement, sociétalement et environnementalement et légalement un projet viable et accepté. Donc, en gros, en fait, toutes les combinaisons ne sont pas possibles ou ne sont pas envisageables. On a besoin quand même d'avoir du 1 dans l'axe E et dans l'axe F pour être vraiment viable et mature. Slide après. Il y a toute une batterie de documents qui existent et ce n'est pas le but de ces webinaires de vous assommer avec tous les documents qui ont été publiés. Et notamment, il y a eu beaucoup de documents qui ont été publiés ces dernières années avec des enjeux des matières premières qui sont montées en Europe, mais aussi c'est aussi le travail des différents groupes de travail aux Nations Unies qui ont abouti à ces documents-là. Cela dit, je vous partage ici la première page d'un document que je pense qui est clé et qui est pour l'application à des projets stratégiques des ressources minérales, recyclage ou pas, en Europe. Je pense que c'est le document qui va vous donner beaucoup de réponses si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez candidater pour être projet stratégique. Ça s'appelle UNFC Guidance Europe. Et donc, c'est le guide pour l'application de ces systèmes de classification UNFC pour les ressources minérales et anthropogéniques. Donc, anthropogénique, on va dire, c'est le recyclage, ressources anthropogéniques en Europe. Donc, c'est un document que, à la fois dans le texte et dans les annexes, contient énormément de tableaux de correspondance. Ils sont très nombreux et vous permettent d'évaluer les 3 axes que j'ai évoqués, E, F, G. Et c'est aussi un document qui est forcément adapté au contexte européen. Si on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est chaque axe et à quoi ça correspond? Si on commence par l'axe E, donc comme j'ai dit, c'est l'évaluation des facteurs environnementaux, sociaux et économiques d'un projet, y compris la prise en compte des prix de marché, des conditions légales, réglementaires, sociales, environnementales et contractuelles. Donc, si on commence par tout en bas, par le E3, donc c'est le développement de l'exploitation ne devrait pas devenir viable sur le plan environnemental, socio-économique dans un avenir prévisible. Donc, E3, vous êtes encore très loin d'avoir les permis, être rentable d'un point de vue économique, d'avoir dépassé tout un cadre de points à prendre en compte dans cet axe qui, par essence, est très complexe parce que, encore une fois, on intègre des choses très différentes. L'axe, la note E2, là, vous êtes un peu au milieu, c'est-à-dire que les développements et l'exploitation devraient devenir écologiquement ou environnementalement, socialement et économiquement viables dans un futur prévisible. Donc là, les développements et la viabilité n'est pas confirmée, mais vous êtes un peu au milieu de cette montée en échelle, en montée en puissance. Et quand vous êtes en étroit, c'est-à-dire que on est au vert, le projet est viable, c'est-à-dire que d'un point de vue juridique, vous avez eu les autorisations, et je vais y revenir après parce qu'il y a un slide juste après sur ça. D'un point de vue économique, votre projet est viable et rentable, c'est-à-dire que l'activité que vous menez produit déjà des gains. Donc, quelque part, vous êtes si vous êtes dans le 1, vous êtes déjà exploitant. Et donc, d'un point de vue économique, et ça veut dire aussi que socialement, il y a une acceptation du projet parce que vous avez suivi aussi un processus de concession et d'autorisation d'une activité extractive ou d'une activité industrielle.
pour mettre peut-être un peu plus du concret dans ce que je viens de dire, et là, ça s'applique uniquement au projet primaire, on va dire. Donc ça, c'est un schéma qui vous montre le processus, les calendriers, les étapes, les phases de développement d'un projet minier en France. Donc, à gauche, tout se passe d'abord, il y a une occurrence naturelle sur le territoire, il y a une compagnie minière qui souhaite avoir un permis d'exploration, et donc tout passe par l'obtention de ces permis d'exploration. Donc, tout ce qui se passe un peu avant les permis d'exploration, on est vraiment dans le E3, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore ces permis, donc il y a un potentiel peut-être, mais on est encore très loin d'avoir les autorisations. Donc après, une fois que vous avez le permis d'exploration, donc il y a une phase qui peut durer quand même beaucoup, qui peut s'étaler dans le temps, c'est les travaux d'exploration géologique, géophysique, je ne veux pas de détails, on va forêt, etc. Donc il y a d'abord confirmer et mesurer la taille du gisement, et puis après, si tout va bien, on passe dans une étude d'impact environnementaux socio-économique, où on rentre aussi dans l'étude des faisabilités, donc on va entrer dans l'évaluation de la faisabilité. Toute cette phase, qui peut être très longue en temps, grosso modo, on va lui donner cette note E2. Vous êtes un projet actif et vous êtes en train de faire tout un tas d'évaluations géologiques ou technologiques pour démontrer la faisabilité, la viabilité du projet. Une fois tout cela se termine par une autorisation, l'obtention d'un titre d'exploitation, et donc ces projets peuvent se réaliser, peut voir le jour, vous avez les autorisations environnementales, etc. Là, on rentre dans un projet viable, E1, à condition que le projet vraiment voit les jours. C'est-à-dire qu'on peut avoir des autorisations d'exploitation, donc des gisements où il y a un titre d'exploitation qui a été octroyé, mais peut-être que le projet n'a jamais vu le jour parce que la commodité, donc le métal ciblé, n'était pas rentable à ce moment-là. Donc on a quelques exemples en France où ça peut arriver, c'est-à-dire que des titres est octroyé, mais l'exploitation ne s'est jamais faite parce que d'un point de vue économique, n'était pas rentable. C'est la complexité de cet axe-là, c'est-à-dire qu'on combine à la fois ces processus très réglementaires du titre minier en France avec l'économie qui peut parfois nous contredire, c'est-à-dire qu'on peut avoir le permis, mais on peut pas avoir, on peut être pas rentable. Ces processus pour le recyclage est complètement différent. Là, c'est le code minier. Pour le recyclage, on va plutôt se référer au processus d'obtention du régime ICPE, de code de l'environnement pour une usine de recyclage, par exemple. L'axe F, comme j'ai dit tout à l'heure, porte sur la maturité technologique des études et des engagements nécessaires à la mise en œuvre d'un projet. Donc, l'axe F, il y a 4 notes. Donc, à F4, on est très loin, donc il y a absence des projets. La F4, on va l'appliquer à des choses où peut-être il y a un gisement, ou il y a un potentiel géologique, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet. Donc, ça, on est très loin. Typiquement, c'est pas une note qu'on s'attend à utiliser beaucoup dans des projets stratégiques parce que F4, on applique plutôt à l'absence des projets. Donc, typiquement, les projets qui veulent candidater à des projets stratégiques, on va plutôt être dans les 3 autres notes. F3, la faisabilité technique d'un projet ne peut pas être évaluée à ce stade du fait d'un manque de données, donc on est encore trop loin. F2, la faisabilité technique d'un projet doit être soumise à une évaluation complémentaire, mais en gros, les choses évoluent dans le bon sens. Et F1, le projet de développement est techniquement faisable. Peut-être cette description, cette définition n'est pas très parlante, je l'avoue. Et donc, quelque chose qui est très bien de ces documents UNFC pour l'Europe, c'est un tableau qui a été fait entre un pont, ce qu'on appelle un pont, un bridge, entre Technological Readiness Level, donc c'est le niveau de maturité technologique, le TRL, le fameux TRL. Donc, si vous êtes un peu habitué à des projets de recherche, on parle souvent selon cette échelle. C'est une échelle qui va de 1 à 9.
A, c'est vraiment, on est au niveau de la recherche fondamentale, où on sait que peut-être il y a quelque chose à développer autour de ça. On est dans le niveau de laboratoire, très fondamental. TRL9, c'est une technologie qui est prouvée en environnement compétitif. Et en gros, vous produisez, vous faites quelque chose avec cette technologie et vous êtes visible dans le marché. Donc, donc ces tableaux-là ici à l'écran vous permet de lier les niveaux de TRL avec la définition des TRL qui va avec et à des niveaux UNFC. Donc en TRL 9, on est dans une classification de type F1. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais l'UNFC vous permet de peaufiner. Donc, on peut avoir du 1 point quelque chose, 1.1, 1.2, 1.3. Ça, c'est le diable se cache dans les détails. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui de rentrer dans ces niveaux de finesse. C'est quelque chose qui est dans les documents, typiquement des guides UNFC pour l'Europe. C'est l'étant dit, bah voilà. C'est un tableau qui vous permet de transformer ces niveaux de TRL qui sont voilà, très utilisés dans le monde de la recherche et dans le monde de la recherche technologique à des évaluations des types UNFC. Et typiquement, pour des projets qui sont ce qu'on appelle à l'échelle pilote, donc technologie démonstrée dans un environnement industriel relevant, donc c'est par exemple c'est un TRL6, bah, cette matrice de transformation vous propose d'être en F 1.3. Par exemple, les activités du projet sont en cours pour justifier un développement dans un futur proche. Donc là, vous êtes en quelque chose dans un TRL 3.4 et vous êtes à une évaluation de axe F autour de 2.1 dans le cas présent. Donc ça, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que les guides européens sont très pratiques parce qu'ils vous donnent ces tableaux de transformation qui vous permettent d'automatiser. Donc finalement, si vous candidatez en tant que projet stratégique, vous êtes en train d'évaluer vous-même où vous êtes en fonction dans la table TRL et après, vous faites la passation de la transformation des TRL vers UNFC. C'est comme ça qu'on propose, qu'on pense qu'est la meilleure manière de raisonner et d'opérer autour de l'UNFC. Et finalement, l'axe G, donc c'est le degré de confiance dans les quantités estimées des ressources et des réserves du projet. Parfois, cet axe, on l'appelle aussi geological knowledge, donc la connaissance géologique. Il est lié à la connaissance géologique lorsqu'on parle des projets primaires, bien entendu. Parce que là, ici, vraiment, c'est la connaissance d'un gisement. Donc, de sa taille, de son volume, de son extension horizontale en profondeur, de la teneur, de ore grade, etc. Tout ça, c'est que ces termes-là, très géologiques, très ressources minérales, économie des ressources minérales, c'est pour ça qu'ils font qu'on parle d'axe G, connaissance géologique. Mais quand on applique cet axe-là à la mine urbaine, et on va y revenir un peu après, on ne peut pas parler forcément de connaissance géologique, et c'est pour ça qu'on l'appelle degré de confiance sur les quantités. La notion, le concept est toujours le même. En 4, c'est des quantités d'un produit, d'une substance associée à un projet potentiel, et estimées principalement sur la base des preuves indirectes. Donc là, vous êtes très loin d'avoir une bonne connaissance du gisement. C'est quelque part des prises d'échantillons de surface très loin d'une bonne connaissance de ces gisements. G3, c'est quantité des produits associés à un projet qui peut être estimé avec un niveau faible de confiance. G2, niveau de confiance modéré. Et G1, niveau de confiance élevé. Cet axe-là, pour les ressources primaires, il y a quelque chose que je vais vous montrer un peu plus tard. Il y a aussi un pont entre ce qui se fait dans le monde des ressources minérales, les estimations de type PERC, type CRISCO, et cette classification-là. Je vais vous montrer le tableau de transformation un peu plus tard. Donc là, c'est une définition très générique. Vous voyez, hein, on peut comprendre beaucoup de choses dans ces phrases un peu laconiques parfois. Heureusement, il y a des documents et des exemples après qui vous permettent aussi de vous orienter. Et notamment pour les ressources primaires, il y a un document pont qui est très important. Et donc, la classification, finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, on se situe autour de ces 3 axes. Les projets en vert, c'est les projets viables.
Et la viabilité dépend notamment de l'axe E et F, où vous êtes obligé à être en 1. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut être projet également commercialement viable avec un axe G qui se situe en 2 ou 3. C'est-à-dire que vous pouvez être en exploitation, par exemple, d'un gisement que vous ne connaissez pas forcément très bien, mais que vous l'exploitez. C'est une chose, par exemple, qu'on pourrait imaginer tout à fait dans le monde de la carrière, dans le monde des carrières, dans le monde des milieux industriels, où parfois on peut avoir une exploitation sans avoir ce qu'on pourrait dire un G1. Ou même dans le recyclage, on peut se poser la même question également. Et donc, les projets qui se situent en E2, F2, c'est des projets potentiellement viables. Donc, ces projets qui sont dans cette montée en études, en montée en compétences, ne sont pas encore ouverts. Il n'y a pas toutes les autorisations. La technologie n'est pas tout à fait prête non plus. Même d'un point de vue économique, le projet n'est pas tout à fait ficelé complètement. Ça peut dépendre aussi d'un financement extérieur qui est en attente. Toutes ces choses-là rentrent dans les critères qu'on prend en compte. Et par exemple, si tout n'est pas complètement ficelé, on peut être en E2. Et puis finalement, des projets qui sont encore très immatures, où il y a même des choses on peut indiquer comme de non-projets pour l'instant, bah, on va être plutôt dans les 3, 4. Il est souvent fait dans ces mondes de l'UNFC de parler avec 2-2-2 ou 2-2-3, ce genre de choses. Excusez-moi, c'est un peu le jargon qu'on utilise dans le monde de l'UNFC. Donc, on classifie les projets en fonction de ces 3 chiffres. Pour l'axe E, F, G, toujours dans cet ordre-là. Donc, on va, une fois faite cette introduction un peu générale, je vais vous présenter l'UNFC appliqué aux ressources primaires. Et après, je vais faire un peu la même chose pour les ressources secondaires de recyclage. Donc, pour les ressources primaires, en France, et à différence d'autres pays de l'Union européenne, comme par exemple la Finlande ou les anciens pays soviétiques, la France n'impose pas un système de classification des ressources minérales. C'est pas... Et pour l'instant, bon, on vient aussi d'une période avec très peu, quoique, des projets miniers. Et ces projets miniers, pour être après reconnus dans le monde de la finance, ils utilisaient des systèmes de classification des ressources un peu à droite à gauche. Donc, on pouvait voir l'utilisation des systèmes plutôt canadiens ou des systèmes australiens sur des projets qui portaient sur le sol français. Parce que parfois, ils étaient portés par des compagnies minières qui, justement, provenaient de ces pays-là. Dans le domaine minier, il existe plusieurs systèmes de classification. Donc, vous les avez ici dans cette carte-là. Mais tous ces systèmes-là fédèrent autour d'une organisation internationale qui s'appelle CRISCO. Les systèmes plutôt européens, c'est le système PERC, mais tous ces systèmes-là sont sous la bannière de CRISCO. CRISCO est reconnu comme l'organisme international qui représente l'industrie minière en matière de normalisation, notamment pour la déclaration des réserves et des ressources. C'est-à-dire que quand une compagnie déclare avoir des ressources estimées selon un certain niveau d'incertitude, c'est quelque chose qui, à cette compagnie minière, lui permet aussi d'avoir un certain accès à des mécanismes des finances du monde minier. Donc ça, c'est quelque chose très du monde des ressources minérales primaires. Déjà, quand on va comparer cela avec du monde du recyclage, là, on voit un énorme gap, hein, parce que tout cela n'existe pas dans le monde du recyclage. Mais bon, là, ici, je suis dans le primaire. Et donc, pour les projets miniers à l'étude, donc ils peuvent être en phase d'exploration ou de faisabilité à différentes étapes et d'exploitation, il est fort recommandé d'utiliser un passage ou un pont entre les systèmes CRISCO et UNFC. Qu'est-ce que c'est ces passages, pont entre les systèmes CRISCO et UNFC? C'est un document qui est sorti tout récemment, même s'il y avait déjà des documents qui faisaient cette transformation, mais c'est un document très récent, publié en avril 2024, à l'occasion d'une semaine qui s'appelle la Resource Management Week à Genève, organisée par nos collègues des Nations Unies. Et donc, à cette occasion-là, a été présenté ces documents qui s'appellent Guidance Notes on the Use of the Bridging Document Between the CRISCO Template and UNFC.
Qu'est-ce qui contient ces documents? Il contient comment transformer et faire le pont entre ce que les compagnies minières utilisent, et c'est Crisco Template, donc c'est un modèle pour déclarer les ressources d'un projet minier selon ces standards internationaux, sous la bannière de Crisco. Et donc, à partir de tout le travail que vous faites en fonction de ces templates des Crisco, où il y a une personne compétente, finalement, c'est cette personne compétente qui signe, qui s'engage finalement. Voilà, là, on se situe ici. Donc, c'est un géologue qui fait ce travail-là. Donc, à l'utilisation de ces ponts, et je vais vous le présenter après, vous pouvez transformer avec la même logique que j'ai montré tout à l'heure pour le TRL. On peut utiliser aussi cette même logique de pont, de transformation entre une évaluation en suivant le template Crisco, et on transforme vers l'évaluation UNFC. Donc, je vais vous donner l'exemple, ça va être plus parlant. Donc, typiquement, il y a un tableau dans ces documents. Vous aurez le lien vers ces documents à la fin de la présentation. Un tableau qui s'appelle Standard Mapping of Crisco Template INET Estimates to UNFC Categories. Donc, c'est le mapping. Je suis désolé, en fait, on utilise plusieurs termes pour parler de ces correspondances. Parfois, on parle de bridge, donc de pont. Parfois, on parle de mapping, comme ici. En tout cas, la logique est toujours la même. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez quelque chose qui est le résultat des définitions et standards des projets miniers selon le standard Crisco. Et à droite, vous avez la classification des 3 axes des classes UNFC. Donc, par exemple, un projet qui est selon Crisco, on est sur des réserves minérales pour une étude de faisabilité. Donc, c'est la première ligne. Donc, il propose, c'est du E1, F1. Et si c'est des réserves prouvées, on va être sur du G1. Et si c'est probable, on va être en G2. Et donc, grosso modo, c'est quelque chose qui va être très important par rapport à ces termes qui sont utilisés dans le monde du minier, entre les prouvés, les probables, les mesurés, les indiqués, les inférés, et qui vous fait le lien entre ces termes-là et l'axe G. Donc, par exemple, prouver, ressources prouvées, réserves prouvées, on va être sur du G1. Mesurer G1. Lorsqu'on parle d'indiquer, on va être en G2, probable en G2, et inféré plutôt G3. Et quand c'est vraiment ce qu'on appelle un exploration target, donc on est très loin encore, hein, c'est juste au tout début, il propose c'est du E3, F3, G4. Ces tableaux, c'est vraiment la clé pour faire le pont entre un projet des ressources minérales primaires qui utilise ces templates Crisco vers l'UNFC. Et tout le document, je ne vais pas non plus synthétiser l'existence de ces tableaux uniquement et ignorer tout ce qui est dit dans le document, dans le guide. Mais il faut voir qu'on a ces types de tableaux à la fin qui vous permettent de faire ces mappings entre deux systèmes. D'autres, un peu pour rappeler, il y a une batterie de documents. Hein, donc, il y a un premier document de base qui vous donne un peu la philosophie globale, c'est le NFC mis à jour 2019, donc qui vous explique la méthode de l'UNFC. Après, vous avez des études, des spécifications supplémentaires, comme par exemple, il y a spécifications supplémentaires pour l'application de l'UNFC aux ressources minérales, parce que, encore une fois, l'UNFC peut s'appliquer à tout type de ressources, énergétiques, etc. Après, vous avez des guides, et j'ai fait mention tout à l'heure au guide UNFC pour l'Europe, qui je pense que le guide qui, si vous voulez candidater en tant que projet stratégique, va être le plus utile, parce qu'il est déjà très orienté Europe. Et puis, il y a des documents bridge, des documents pont, j'évoque ici le plus récent, qui fait le lien entre les templates Crisco utilisés par l'industrie minière et le système UNFC. Donc là, on passe à
à l'autre secteur d'activité pour lequel qui est aussi sous le parapluie de l'appel à projet stratégique de la Commission européenne, qui est le secteur du recyclage, de la mine urbaine. Et c'est, je vous le dis, je vous l'avance tout de suite, ce que je viens de présenter pour le domaine du minier, c'est un système de classification plutôt mature et qui est l'héritage des travaux et je dirais une trentaine d'années de travaux d'harmonisation et de discussions autour de ça, avec voilà, les CRISCO, et donc cette alliance CRISCO qui s'est mise en place à partir des initiatives nationales qui existaient par-ci, par-là. Pour le recyclage, il faut le dire, hein, on part beaucoup plus loin. Hein. Donc, on n'a pas cette expérience, on n'a pas ces 30 ans de discussion derrière. Et donc, il faut avoir une certaine humilité aussi pour la prise en compte du recyclage. Mais le recyclage peut faire partie aussi de l'évaluation de l'UNFC. Et je vais vous donner ici quelques documents et quelques clés pour ne pas se perdre justement dans l'application de l'UNFC pour le recyclage. L'application de l'UNFC à la mine urbaine. Alors, les ressources secondaires issues du recyclage des déchets n'ont pas cette tradition de reporter, de déclarer les ressources comme c'est le cas dans le domaine du minier. Ça, c'est un préambule, je pense que c'est important à le signaler. Cela dit, en 2018, l'UNFC a publié des spécifications pour les ressources dites anthropogéniques. Je n'ai pas envie de rentrer dans des définitions et vous assommer avec des définitions, mais les ressources anthropogéniques, ça inclut le recyclage en tant que, comme on peut le comprendre, en tant que produit en fin de vie qu'on va jeter quelque part et quelqu'un va le collecter pour le recycler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des déchets plutôt, des produits en fin de vie. Mais des ressources anthropogéniques, ça peut être aussi des anciennes décharges, des anciens déchets miniers, des anciens sites de stockage des déchets industriels. Ça, c'est aussi des ressources anthropogéniques. Les retraitements, justement, les retraitements des déchets miniers, c'est peut-être une exception ici, parce que les retraitements des déchets miniers, qui est en partie déjà fait par l'industrie minière, hein, un peu partout dans le monde, et je ne sais pas si vous avez en tête ces dépôts, ces énormes, parfois énormes dépôts des déchets miniers, des tailings, on peut les caractériser un peu avec les mêmes notions qu'on peut utiliser pour les ressources primaires, c'est-à-dire c'est quelque chose, on pourrait dire que c'est un gisement d'origine anthropogénique, justement, mais avec des logiques de connaissances géologiques des forêts, de connaître la taille de ces gisements, la teneur de ces gisements, etc. On peut arriver à le classifier un peu avec les mêmes critères qu'on peut classifier un gisement naturel. Et d'ailleurs, déjà dans le monde, on voit certains de ces tas de déchets miniers utilisent ces standards type CRIRSCO pour évaluer les ressources potentielles dans ces déchets miniers. Donc, les déchets miniers, c'est peut-être une exception, aussi parce que le retraitement des déchets miniers, il est possible que il doit s'appliquer avec le code minier et pas le code de l'environnement. Donc, c'est une exception. Donc, je pense que pour le code, pour les déchets miniers, on peut s'orienter beaucoup sur ce qui est fait dans le primaire, en termes de NFC également. Mais pour tous les autres types de déchets, et il y en a beaucoup, qui contiennent des métaux et des matériaux stratégiques de la liste qu'on a évoquée en début de présentation, quoi faire? Et donc, pour l'axe F, donc c'est la faisabilité technique, on pourrait très simplement l'évaluer de la même manière que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire avec ces tableaux de correspondance de l'axe F et les niveaux de TRL. Les projets de recyclage, eux-mêmes, ils s'auto-évaluent, ils disent on est à l'échelle pilote, on est à l'échelle pilote industrielle, etc. Donc, c'est une échelle que le monde du recyclage et le monde de la R&D du recyclage connaît très bien. Et donc, cet axe CG permet justement, et ces tableaux de correspondance permettent très bien d'évaluer la faisabilité technique à partir d'un niveau de TRL. Pour l'axe E, l'axe environnement, économie et sociétal, social. Pour une usine de recyclage et aussi de raffinage, on n'est pas dans le calendrier, dans les phases que j'ai montrées tout à l'heure dans mon projet minier. On est sur
une chose complètement différente. C'est-à-dire que, par exemple, en France, c'est le code de l'environnement et donc le régime ICPE qui va s'appliquer à vous. Et donc, l'axe E et l'axe E côté réglementaire, on doit le prendre en compte. Où est-ce que vous êtes, où est-ce que ce projet il est par rapport à son autorisation environnementale et par rapport est-ce que vous avez déjà l'arrêté préfectoral pour exploiter? Est-ce que cet arrêté préfectoral couvre une nouvelle activité ou pas? Est-ce que vous êtes en phase d'évaluation environnementale de l'impact, la phase d'évaluation d'impact, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout encore là-dessus? Il faut se référer vraiment par rapport au processus réglementaire d'une usine de type ICPE, parce qu'une usine de recyclage est forcément sous le code de l'environnement type ICPE. Donc, je pense que l'axe côté environnement, faut le prendre comme ça. Et après, le côté économique, le document des Nations Unies peut vous donner quelques billes. Et le côté social, INICPE fait aussi, voilà, doit évaluer aussi l'impact social qu'il peut avoir un projet autour de lui. Donc, et donc, je pense que notre proposition ici, c'est que l'axe E doit se reporter complètement par rapport à la prise en compte du statut réglementaire de ces projets et où est-ce que chez ces projets, ils se situent par rapport au code de l'environnement et le régime ICPE, l'installation classée pour l'environnement. Là, et c'est là le troisième axe, et c'est là où le challenge peut être important. C'est l'axe G et le recyclage. L'axe G, comme j'ai évoqué tout à l'heure, parfois dans le monde des ressources primaires, on l'appelle l'axe géologique, connaissance géologique. La mine urbaine, donc c'est un terme, c'est un concept qu'on utilise pour comparer le recyclage avec le monde du primaire, mais on ne peut pas parler des connaissances géologiques, donc on va parler plutôt de la connaissance du gisement, du flux de déchets qu'un projet de recyclage souhaite recycler. Donc, pour des projets portant sur la récupération des métaux dans un dépôt anthropogénique, donc tout à l'heure, j'ai parlé des déchets miniers, mais aussi, on peut parler, je ne pense pas qu'on a beaucoup de métaux critiques dans des décharges, mais ça peut arriver, mais pourquoi pas dans certains crassiers des usines de la métallurgie, pourquoi pas. Donc, tout ce qui est, en gros, contenu dans un espace limité, donc en gros, en surface et en profondeur, c'est un gisement anthropogénique, mais on pourrait dire ça un gisement. On va utiliser la même logique que pour l'axe G pour le primaire. C'est-à-dire que plus on va investiguer, plus on va forer, plus on va prendre des échantillons, plus on va connaître les échantillons en profondeur et en extension, plus on va connaître l'extension de ces dépôts, l'axe G, mieux va être. Hein, donc, pour un tas de déchets miniers avec un modèle 3D, avec des forages, une maille de forage très dense, et donc en gros, une bonne connaissance de toute hétérogénéité du métal qu'on cherche dans ces déchets miniers. Donc là, on va être dans quelque chose qui va s'approcher du G1, qui est un peu la même logique quand on appliqué pour le monde minier. Pour tous les flux de déchets qui ne sont pas dans cette catégorie-là, et donc c'est des flux, hein, ça peut être les D3E, les déchets électroniques, ça peut être les déchets des batteries, ça peut être des déchets du bâtiment, ça peut être des déchets, des flux, hein, des choses que nous, on jette en déchetterie. Tout cela, comment faire? Donc, il est évident que pour l'instant, il manque un vrai tableau de correspondance clair pour cet axe. Hein, donc, c'est quelque chose qui est un peu en cours aussi. Et donc, notamment, on y travaille dans un projet européen qui s'appelle Futura. Mais l'appel à projet stratégique est ouvert. Donc, on ne peut pas vous dire il n'y a rien pour l'instant. Donc, je vais vous donner quand même quelques propositions, on va dire, pour décliner l'axe G en termes parlants pour le secteur du recyclage. Tout en sachant, et ça c'est important, c'est les bullets, enfin les patates un peu que j'ai mis à droite, hein,
c'est un challenge parce que évaluer cet axe-là pour le recyclage des produits, ça veut dire que vous devez raisonner qu'est-ce qui se passe par rapport à l'évolution technologique des produits. C'est-à-dire qu'un projet de recyclage, il ne se base pas uniquement sur des flux actuels, mais il se base aussi sur des flux qui peuvent arriver dans 10, dans 15 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe autour de ça? Qu'est-ce qui se passe autour de peut-être un produit qui va être moins chargé en certains métaux? Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Donc, quelle est aussi la composition des futurs produits? Quelle est la quantité de ces futurs produits? Quel est l'effet des économies, des stratégies d'économie circulaire par rapport à ces flux? C'est-à-dire que si on parle des reuse, des réemploi, de la réutilisation, peut-être les flux pour le recyclage va être réduit. Et aussi, quelle est l'évolution de la technologie du recyclage? Donc, ça, c'est des choses que quand on évalue l'axe G, qu'on peut l'évaluer à l'instant T, mais aussi on doit se projeter par rapport à ce qui peut se passer dans le futur. C'est des choses à prendre en compte. Donc, un peu la proposition pour transformer cet axe G en termes parlants pour des projets de recyclage. Le G1, c'est déchets dont la composition est bien connue et les quantités de déchets sont bien connues également. Donc, en gros, on va dire c'est ce qui est actuellement recyclé. C'est quelque chose, c'est un projet, il a déjà cette capacité à capter ces flux de déchets. Il a déjà le partenariat, parce qu'en plus, on sait que dans le recyclage, la notion de partenariat est très importante. C'est-à-dire, une usine de recyclage, par elle toute seule, s'il n'y a personne qui lui amène des déchets, elle ne peut pas fonctionner. Donc, il y a cette notion de partenariat. Un recycleur doit être associé à quelqu'un qui lui donne un déchet. Soit c'est un déchet de type chute des procédés ou c'est une usine qui elle-même génère des déchets et donc il y a, on va dire, une boucle courte, ou alors c'est avec un collecteur de déchets, une entreprise, une société qui collecte des déchets dans certaines catégories et vous l'amène à l'usine de recyclage. En tout cas, l'existence de ces partenariats et cette fiabilisation de cette collecte, c'est essentiel pour être vraiment au top et être à niveau G1. G2, on pourrait se dire que c'est des déchets dont la composition est bien connue, mais les quantités de déchets présentent une incertitude modérée. Par exemple, c'est des déchets où la composition de ces déchets, vous la connaissez plus ou moins. C'est un produit que vous connaissez plus ou moins, mais par exemple, ces produits-là n'existaient pas encore. Parce que, par exemple, l'usine qui va générer un certain des flux de déchets n'est pas encore construite. Hein? Et donc, si cette usine n'est pas encore construite, ces déchets, pour l'instant, n'existent pas. Donc là, on serait plutôt dans le cas de figure G2. G3, la composition des déchets et la quantité des flux de déchets, c'est très incertain. Aussi bien le flux que la composition. Là, donc on est dans quelque chose de très incertain. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas viable. Un projet peut-être peut être viable avec même un flux très incertain. Mais voilà, la prise de risque, elle est forte. On sait que le secteur du recyclage a plus de risques sur des choses, c'est notamment le rond vert à côté, c'est des prises de risques, c'est-à-dire que c'est un investissement peut-être sur des produits qui peuvent changer en composition, en quantité à l'avenir. Et puis en G4, on est sur des flux de déchets complètement prospectifs. Donc, c'est des déchets ou des produits qui ne sont pas encore dans le marché. Donc, en fait, on est dans quelque chose qui est très, très loin de pouvoir le recycler et le capter. Donc, voilà un peu cette déclinaison. Ça, c'est une proposition. C'est pas écrit dans des documents, des guidelines des Nations Unies. Les Nations Unies vous donnent parle des niveaux d'incertitude. Et là, ces 4 bullet points, c'est une proposition pour rendre un peu concret ces notions d'incertitude pour des projets de recyclage, parce qu'on sait bien que ces projets de recyclage vont être soumis à des fortes incertitudes et comment transformer ces concepts-là sur du concret, j'ai envie de dire. Et donc j'ai terminé. Donc là, on va rentrer dans la phase des questions. Ici, dans le PPT, j'ai mis les liens vers certains sites ou rapports qui vous donnent et que j'ai mentionné tout le long de ma présentation. Donc, il y a un site global où c'est là où vous allez trouver beaucoup d'informations. C'est le site des Nations Unies,
le site UNSC, qui lui-même renvoie vers beaucoup d'autres sites. Je vous mets également le lien direct vers le guide UNFC pour l'Europe, dans sa version la plus à jour d'octobre 2022. Nous, côté BRGM, on a fait une petite actualité. On a aussi des arbres de décision que vous pouvez consulter. Et ça, c'est dans le site Minéral Info, qu'on anime BRGM et ministère. C'est important aussi, hein, je l'ai mentionné tout à l'heure, les guides de la Commission européenne pour le projet stratégique. Donc, ça va au-delà de ce qui est sur le UNFC. Hein, c'est le guide pour candidater à devenir projet stratégique. J'ai mentionné également un document très important, notamment pour les projets extractifs et miniers, c'est le document PONT CRISCO UNFC, publié en 2024, en avril 2024, très récemment. Et puis, il y a l'UNFC pour les ressources anthropogéniques, où c'est le seul document pour l'instant. Il y a quelques exemples aussi, mais c'est un document qui présente un peu les bases de l'UNFC et les ressources anthropogéniques. Donc voilà, merci de votre attention. Et donc là, on a prévu des questions jusqu'à 12h30 environ, pour toute question à la fois sur l'UNFC, à la fois sur le document qui existe et pourquoi pas sur d'autres questions plus sur le projet stratégique. Mais le focus du webinaire, encore une fois, est plutôt UNFC. Après, on peut vous renvoyer aussi vers les sites de la commission sur des projets stratégiques. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a eu, peut-être il y a des questions dans le chat que je peux. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. Non, dans le chat, il y a eu un partage des liens vers le formulaire d'inscription pour la formation UNFC qui aura lieu le 2 juillet, et puis vers le site de la commission. Pour toute question, je pense, vous pouvez lever la main. Il n'y a aucun micro qui est coupé, hein, donc vous pouvez vous présenter et dire votre question. Ou si vous n'osez pas, pourquoi pas dans le chat. Hein. Oui. Donc là, Laurent Nicolas, oui. Oui, bonjour, Laurent Nicolas de la société Lithium de France. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation qui était très claire et très intéressante. J'ai une question assez générale. Vous avez précisé dans votre présentation effectivement que cette classification UNFC, même si elle est obligatoire, ne sera pas prise en compte pour l'évaluation de la labellisation des projets stratégiques. Vous avez dit aussi également qu'en France, en fait, il n'y avait pas de classification qui était utilisée comme ça. Alors pourquoi? Quelle est la raison fondamentale, en fait, qui pousse la Commission européenne à demander cette classification pour le CRM Act? Bonne question. Moi, je suis pas là. Je suis pas sûr que la personne qui a la meilleure réponse est dans cette réunion. Après, Antoine, n'hésite pas à compléter. En effet, la Commission pousse l'utilisation d'un système de classification des projets un peu harmonisé depuis quelques années. Donc ça, c'est quelque part, quand c'est apparu dans le CRM Act, moi personnellement, ça ne m'a pas surpris parce qu'on suivait un peu l'actualité de la Commission. Après, la Commission a souhaité en effet d'introduire cette classification-là dans l'appel à projet stratégique. Mais je pense, ça c'est ma perception presque personnelle, le template que la Commission demande au projet stratégique requiert un tas d'informations très complets sur le CAPEX, l'OPEX, les autorisations, etc., etc. Et finalement, le NFC, moi je l'interprète comme une synthèse de toute cette information-là qui est très, très riche par rapport à un projet et qui finalement, avec une note des trois chiffres, vous permet de vous dire si vous êtes au tout début du processus, un peu au milieu, ou vous êtes presque à la fin. Et c'est ça qui intéresse aussi la Commission, savoir quelque chose de plutôt simple, avec
ça serait trop schématisé ou c'est presque caricatural de dire qu'on c'est un feu rouge, quoi. C'est vert, jaune, rouge, quoi. Mais on n'est pas loin de ça pour monitorer la maturité C'est pas un bras, non. des projets. Donc, ouais, Guillaume, mon collègue Guillaume a levé la main. Je pense que c'est par rapport à ça, Guillaume, j'imagine. Ouais, alors, oui, merci Daniel. Déjà, merci pour la présentation. Alors, je ne sais pas si l'élément, moi, j'ai un élément peut-être d'explication pour répondre à la question de Laurent. Un des intérêts de l'UNFC, c'est que c'est un système qui permet aussi de mesurer le degré de maturité d'un projet. Et à ce titre-là, c'est quand même vraiment intéressant pour la commission, un petit peu dans une optique de planification, d'avoir une vision un petit peu globale à l'échelle de l'Union européenne des projets, de leur existence et de leur maturité. Donc ça, je pense que de ce point de vue-là, c'est quand même assez intéressant. Alors, c'est vrai que du coup, ça rajoute, j'ai envie de dire, une charge de travail aux industriels. Alors, effectivement, je ne sais pas, donc là, je me retourne vers vous, Daniel et Antoine. Je ne sais pas quel est le degré d'obligation de cette information-là. Ah oui, alors je suis désolé, je ne me suis pas présenté. Guillaume Bertrand, géologue au BRG, moi aussi. Merci, Guillaume, que tu connais aussi le sujet. Voilà, donc toutes mes excuses. Peut-être Antoine. Alors, des explications pourquoi la commission a voulu rendre obligatoire le cadre UNFC, j'en ai pas trop. Après, c'est quand même un cadre qui est développé depuis certaines années, qui est quand même assez reconnu, donc ça permet d'évaluer la faisabilité d'un projet aussi, et du coup, ça permet de s'appuyer sur quelque chose qui est déjà existant et de ne pas développer un nouvel outil. Il y a l'aspect aussi, malgré tout, évaluation socio-environnementale qu'on ne retrouve pas dans d'autres systèmes de classification, qui a quand même, je pense, une vraie utilité malgré tout. Oui, tout à fait. C'est un système très tourné vers une politique publique, hein, et donc à la commission, c'est pour ça que ça lui plaît. C'est pas uniquement un système de classification des ressources et des réserves, ça va au-delà. Et donc et ça permet aussi à la commission de voir bon où est-ce que ça plafonne en termes de faisabilité technique ou en termes d'octroi des permis, etc. Je pense, si je peux. Oui, excuse-moi, Daniel. Excuse-moi. Oui, mais non, vas-y. Non, je voulais dire, je pense qu'un des intérêts aussi, justement, sur cet aspect socio-environnemental, c'est que c'est un moyen d'afficher une transparence sur les projets. Et bon, on est tous bien conscients que l'acceptabilité sociale, c'est quand même un enjeu qui est clé. Et je pense que de ce point de vue-là, ça peut être vertueux d'avoir cette transparence et cette classification ces critères socio-environnementaux qui participent à la classification et qui peuvent participer à ça. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est aussi assez intéressant. Je vous remercie pour ça. Juste une question complémentaire, en fait. Est-ce que, si on veut postuler effectivement à la labellisation, est-ce qu'il faut faire valider par un tiers cette évaluation UNFC? C'est une excellente question. Alors, si on utilisait l'approche, on va dire, utiliser le pont avec Crisco. Donc là, la procédure est la suivante. Il y a la personne compétente Crisco, donc un géologue, finalement, c'est celui qui valide l'estimation qui est faite par un projet. Et donc, une fois cela est fait, après, vous transformez cela en UNFC. Et quelque part, cette validation Crisco, c'est quelque chose qui reste entre le porteur du projet et cette personne compétente. Ça, je dirais, c'est l'approche à la finlandaise. Les Finlandais proposent que maintenant, pour les projets primaires, pour les projets miniers, ça se passe comme ça. Pour le projet en France, on n'a pas un système de classification par la loi comme en Finlande. Et donc, par rapport à cet appel des projets stratégiques, il n'y a pas une demande d'être validé par un tiers.
Et pour les projets de recyclage, je verrais actuellement beaucoup de mal à que cela puisse se faire. C'est-à-dire que cette validation par entière, quelque part, peut exister dans le monde du primaire, avec, notamment par rapport à ce que je viens de dire, les CRISPR. Dans le monde du recyclage, c'est très compliqué. Et les guidelines de devenir stratégique sont assez clairs là-dessus. C'est l'auto-évaluation. Donc, un projet, une compagnie peut s'auto-évaluer en fonction de l'UNFC. Encore une fois, l'UNFC, ce n'est même pas 10% de l'information qui est attendue dans l'appel à projet stratégique. Finalement, c'est une synthèse de l'information que le projet lui-même doit saisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Ah, oui. Asma Goumari. Oui, bonjour. Donc, Asma Goumari pour la société Sylvanity Water. Comme il n'y a pas d'autres questions sur la partie classification, je me permets de poser une question peut-être plus large sur le Strategic Project. Donc, mettons qu'on dépose un dossier et qu'on l'obtienne, soyons optimistes. Du coup, concrètement, moi, pour le projet que j'ai en tête, je dépends plutôt de la réglementation ICPE. Donc, je m'adresse notamment à la DREAL. Donc, moi, c'est derrière, en fait, la prise en compte de ce statut de Strategic Project qui est tout nouveau auprès des instances réglementaires nationales à qui on s'adresse tous les jours. Comment est-ce qu'ils prennent ça en compte? Voilà. Concrètement, comment on fait? Oui, bon, je pense que la question elle est plus pour moi, Daniel. C'est quelque chose qui est rentré en vigueur il y a à peine 2 semaines. On travaille toujours dessus au niveau de l'administration. Il y a un point de contact unique qui doit être désigné par les États membres. Il y a 9 mois à partir du 24 mai pour le désigner, donc on a jusqu'à février. Donc c'est quelque chose qu'on va implémenter au fur et à mesure. Donc on n'a pas forcément la réponse, encore une fois, maintenant, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille pour transposer le règlement. Pour, j'imagine, viser, on va dire, une implémentation sur la fin d'année en même temps que Voilà, le premier retour. exactement, mais c'est nous aussi, de notre côté, la réglementation est toute nouvelle, donc on travaille à implémenter ça au niveau du droit national. D'accord. Merci. Et merci d'ailleurs pour la présentation aussi. De rien. Non, je ne vois pas d'autres mains levées. Je pense qu'on va diffuser la présentation. Je pense qu'on va la mettre on va faire un petit article sur Mineral Info. Donc, c'est notre portail. Je pense que c'est comme ça que vous avez pris connaissance. Je pense que il est possible faut voir aussi si on peut mettre à disposition aussi l'enregistrement. Et puis, je pense que ouais, c'est important aussi d'avoir tous les liens vers les documents pour en connaître un peu plus. Il y en a beaucoup, je dois avouer. Mais bon, il y a certains documents qui sont très synthétiques et vous pouvez aussi identifier assez rapidement quels sont les tableaux et les définitions clés sur lesquelles vous basez. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, Je me permets de poser une autre question, alors si vous avez quelques minutes encore. oui, jusqu'à 30, on avait prévu, donc pas de souci. Et donc en fait, bon, je comprends bien qu'effectivement pour l'appel à projet, l'UNFC ne sera pas pris en compte en tant que tel. Enfin, le résultat de l'UNFC ne sera pas pris en compte en tant que tel pour la comparaison des projets, mais j'imagine qu'à terme, ça sera quand même pris en compte dans le sujet de planification. Enfin, ça a été un peu évoqué. Est-ce que c'est aussi utilisé comme comparaison
des ressources entre les différentes régions, donc typiquement ici entre l'Europe et les autres pays. Est-ce que vous envisagez est-ce qu'il y a une uniformité enfin, est-ce que l'UNFC est utilisé suffisamment largement pour que ça puisse être utilisé en termes de comparaison des ressources au niveau mondial? Bonne question. Je pense que déjà, dans la tête de la commission, c'est comparer aussi l'avancement entre différents États membres. Donc, éclairer l'état d'avancement, par exemple, enfin, sur une substance que vous connaissez bien, le lithium, où est-ce qu'il y a les projets allemands, les projets finlandais, les projets français, les projets espagnols, les projets portugais, quel est l'état d'avancement global, et aussi quelles sont les ressources que tous ces projets-là, ils estiment. Donc, en fait, on peut associer des quantités de ressources par rapport à un code UFC. Donc, combien de ressources d'un métal sont plutôt dans le 1, plutôt combien de ressources sont dans les 2, on va dire, et combien de ressources sont dans les 3. Et ça par état. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire il y a ces dispositifs des projets stratégiques, mais aussi il y a d'une certaine manière, la Commission n'a pas non plus attendu à lancer le projet stratégique. C'est quelque chose qu'il mesurait déjà. Après, à niveau mondial, c'est-à-dire comparer, mettons si on a fait déjà assez de travail à niveau Europe et se comparer par rapport au Chili ou l'Australie ou la Chine, là, le travail n'est pas tout à fait le même parce que d'une certaine manière, l'Europe peut avoir une vue et un accès à une donnée européenne. Pour avoir cet même accès et des évaluations UNFC des projets lithium ailleurs dans le monde, c'est là où ça se complique, forcément. Cela dit, il y a les équipes d'intelligence minérale, et donc type Ofremi en France, etc. C'est des choses qu'on regarde avec des bases de données dont on a accès pour suivre la maturité ou l'évolution ou la production des projets d'une substance ailleurs dans le monde. On n'a pas forcément l'UNFC, mais c'est quelque chose qu'on peut comparer. Après, nous, là, je vous parle pour ce que nous, VRGM, on peut faire pour l'Ofremi, donc pour nos autorités, mais on peut tout à fait imaginer cela par rapport à l'Europe, à la Commission, quoi. Donc, mais c'est pas dit que les projets au Chili, en Australie, utilisent l'UNFC. Ça, cela dit, si j'utilise des systèmes type CRISCO, on peut transformer en UNFC. Mais voilà. Après, voilà, je vous donne une réponse. Je ne suis pas la Commission européenne. Hein, donc... Non, j'entends bien et je comprends bien l'approche, notamment pour les axes F et G et pour les projets primaires. La subtilité, à mon avis, et l'intérêt d'une notation UNFC, c'est aussi dans l'axe E. Et là, l'alignement, si j'ose dire, des critères de comparaison entre même au sein de l'Union européenne, entre les différents critères, va pas forcément être très évidente. Très excellente question que moi-même je me pose deux fois. C'est-à-dire que là, on peut en effet partir d'un postulat de dire que la réglementation environnementale entre pays de l'Union européenne est, on va dire, similaire, parce qu'elle dépend d'un cadre global qui est des lois européennes, on va dire. En effet, quand on commence à comparer l'axe E d'autres pays, des pays d'Amérique du Sud, des pays africains, des pays en Asie, voilà, on peut se poser la question. Et donc ça, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas tout à fait une réponse à vous donner parce que pour l'instant, on a un focus très européen. Bon, je ne sais pas, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va terminer ici. Juste pour conclure, voilà, vous n'hésitez pas à participer à ces trainings organisés par Gadi et Slavko. Je pense que Slavko des Nations Unies est aussi connecté. Et merci à nos collègues de Genève de s'être aussi connectés à notre webinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir.